Parfois, la routine quotidienne de cataloguer et de contenir des anomalies terrifiantes peut devenir un peu épuisante. Après votre 5e sadique capable de déformer la réalité, ou votre 5e livre maudit annonçant la fin du monde du mois, vous commencez à vous sentir un peu épuisé. C'est à ce moment-là qu'il est important de prendre des vacances, quelque part où vous pouvez vraiment vous évader et vous ressourcer. Pour moi, c'est une petite ville en Italie, l'endroit parfait et discret pour mon escapade annuelle. Pendant la journée, je profite des plages et des vignobles à la campagne. Je découvre les spécialités locales et je savoure des plateaux de charcuterie comme seuls les Italiens savent les préparer. Et la vie nocturne est vraiment quelque chose de spécial. Il y a un club qui semble toujours m'attirer, un endroit intime sans être exigu, élégant sans être prétentieux, où l'alcool coule à flot et où la musique vibre dans un bourdonnement régulier. Ici, tout le monde semble bouger au même rythme, une sorte d'harmonie qui te manque dans le chaos du quotidien de la vie moderne. Tu peux partager un moment spécial avec un inconnu, en sachant que vous ne vous reverrez jamais après ce soir. Peut-être que vous ne parlez même pas la même langue, mais ce n'est pas grave. Toutes ces différences s'effacent, et tout ce qui compte, c'est la danse. C'est presque suffisant pour me faire oublier le travail, jusqu'à ce qu'un des scripts commence. J'essaie de l'ignorer quand je ne suis pas en service. Ça peut vraiment casser l'ambiance quand tu vois une femme sortir des toilettes avec 3 hommes derrière elle et que tu te demandes si, à la fin de la nuit, l'un de ces hommes sera encore en vie. Ou quand je vois un inconnu avec une étrange idée de sa propre importance, entouré de 13 originaux tenant des queues de billard et des démontes pneus, et soudain, tout ce que je peux imaginer, c'est un meurtre sur la piste de danse, et quelqu'un qui vient clairement casser le groove. Mais c'est simplement comme ça avec SCP-453, la boîte de nuit scénarisée. Et c'est vraiment dommage, parce que je profitais vraiment de mes vacances, jusqu'à ce que tous les corps commencent à s'accumuler. Qui sait ? Si toutes les procédures de confinement se passent bien, je pourrais quand même réussir à me détendre après tout. Peut-être, en tout cas. Confus ? Ne t'inquiète pas, moi aussi je l'étais. Surtout quand mes collègues m'ont montré des images de moi en train de faire des choses étranges dans le club dont je ne me souvenais même pas. Il semble que même le grand Dr Bob ne soit pas immunisé contre toute activité anormale. Puisque je vais partager avec vous des informations sur les façons étranges et même embarrassantes dont cette anomalie m'a affecté aujourd'hui, je pense que la moindre des choses serait de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ainsi, vous pourrez profiter de mes explorations de nombreuses anomalies fascinantes, celles qui ne m'ont pas personnellement gâché mes vacances. Ceci étant dit, après mon incident embarrassant pendant les vacances, mes collègues de la Fondation m'ont informé que SCP-453 est une boîte de nuit construite sur un terrain anormal, dont l'effet principal est de forcer les fêtards à jouer divers scénarios pendant les heures d'ouverture du club, entre 21h et 4h du matin. Ces scénarios se comptent par centaines, mais chacun est extrêmement précis, jusque dans les dialogues, toujours répétés en latin, quel que soit le langage parlé par les personnes forcées de jouer ces rôles involontaires. Et permettez-moi de vous interrompre tout de suite avant que vous ne fassiez des suppositions. Le latin ici n'indique pas une influence démoniaque, mais plutôt une influence de la Rome antique. Les chercheurs ont trouvé des archives correspondant à certains des scénarios modernes, remontant jusqu'au règne de l'empereur Néron, dans la demeure d'un ancien sénateur romain connu pour organiser des fêtes extravagantes. Et devinez quoi ? Le club SCP-453 moderne a été construit exactement sur le terrain de la propriété de ce sénateur. Lorsque cette découverte a été faite, le plan de confinement initial était simplement de démolir le club et d'en rester là, ce qui aurait été vraiment dommage si ça avait été maintenu, parce que, comme je l'ai dit, en dehors de l'aspect anormal, c'est vraiment mon club préféré. Mais ça n'a pas été maintenu. Quand l'autorisation a été donnée et que le club a été démoli pour la première fois, les chercheurs pensaient que la force anormale disparaîtrait avec lui. Ce ne fut pas le cas. Tout le monde a été appelé immédiatement au poste de combat quand une énorme fête de rue a commencé autour du site de démolition, qui a rapidement dégénéré en une émeute violente ayant fait 7 morts. De toute évidence, on peut sortir les gens du club, mais on ne peut pas leur sortir le club de la tête, surtout quand ils commencent à se tabasser à mort dans les rues. Le nightclub a donc été entièrement reconstruit selon les spécifications de la Fondation au même endroit. Car si la force anormale ne pouvait pas être totalement neutralisée, la garder sous le contrôle de la Fondation serait encore la meilleure option. Ils ont été aidés dans cet effort par une particularité étrange et chanceuse. Ces scripts qui prennent le contrôle des personnes dans le SCP-453 n'affectent que les clients du club et non le personnel. C'est pourquoi tout le personnel du club est désormais composé de membres de la Fondation, y compris 4 barmen, 6 videurs, 4 agents d'entretien, un médecin, 4 ambulanciers et 2 membres du personnel d'observation. Il y a également 10 agents de sécurité stationnés à proximité du bâtiment. Vous pourriez penser que cela représenterait un coût considérable pour la Fondation. Et oui, c'est le cas, mais ce coût est compensé par le prix d'entrée et le bar payant. En fait, être barman au SCP-453
est un poste extrêmement recherché par la plupart des chercheurs de la Fondation, car les personnes occupant ce poste, malgré l'exposition à des scénarios dangereux, gagnent souvent un salaire net considérable, ainsi que des pourboires. Mais je ne peux plus retarder ma propre humiliation. Depuis que j'ai expliqué l'idée générale des capacités anormales du SCP-453, je sais que tu ne penses qu'à une seule chose. Quel genre de scénario cette anomalie fait-elle jouer aux clients du club? Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a plus d'une centaine de scénarios écrits différents qui se sont produits au moins 2 fois dans l'histoire documentée depuis que la Fondation a commencé à observer et contenir le SCP-453. Cependant, il y a 3 grands scénarios qui représentent plus de 80% des scripts que la boîte de nuit semble adorer forcer ces malheureuses marionnettes à jouer. Pourquoi? Pour son propre amusement? Pour continuer l'écho de l'histoire? Pour gâcher la seule semaine de repos d'un certain chercheur principal surmené où il peut enfin se détendre et profiter de la vie? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais nous connaissons les détails de ces 3 scénarios et exactement ce que la Fondation fait dans chacun d'eux pour lutter contre le pire des cas. Le premier de ces scénarios, qui me donne encore des frissons glacés dans le dos, a été surnommé « l'épouse infidèle » par les chercheurs. C'était apparemment le premier scénario que j'ai vécu moi-même. J'utilise le mot « apparemment » ici de façon très vague, car mes collègues m'ont depuis montré les images de vidéosurveillance et la preuve de mon implication semble vraiment incontestable. Cela commence, comme la plupart des histoires italiennes dramatiques, par une belle femme d'une vingtaine à une trentaine d'années. Dans un scénario de femme infidèle, elle entrera dans le club en incarnant une femme mariée, vêtue de façon provocante, avant d'aller dans la salle de bain pour se repoudrer le nez. Pendant qu'elle est dans cette salle de bain, elle attirera l'attention des prochains participants involontaires à ce jeu anormal et malsain. C'est malheureusement là que je suis entré en scène. Moi-même et 2 autres hommes, grands et imposants, avons été entraînés dans le scénario, jouant le rôle des prétendants romantiques qui remarqueraient la femme et la suivraient dans la salle de bain. Cela serait déjà terrifiant en tant qu'atteinte à la vie privée et à l'autonomie corporelle, mais cela ne ferait qu'empirer lorsque la partie suivante du scénario commencerait. Imaginez, si vous le pouvez, un homme pas intimidant pour un sou. Imaginez-le petit et maigre, au teint pâle et légèrement voûté à force de travailler toute la journée devant un ordinateur. Un homme qui tremble comme un chihuahua nerveux, qui a l'air de fondre en larmes au moindre bruit fort inattendu et qui serait emporté par une rafale de vent comme une feuille morte. Vous pourriez l'imaginer dégarni, portant un gilet en laine et de grosses lunettes à verre épais qui font ressembler ses yeux à ceux d'une vieille souris de dessin animé. Le genre d'homme qui ne se lancerait pas dans la collection de timbres comme passe-temps parce qu'il trouverait ça un peu trop intense et palpitant pour son cœur fragile. C'est exactement le genre d'homme que SCP-453 adore ensorceler pour qu'il devienne le mari dans le scénario de la femme infidèle. Je me souviens encore d'avoir regardé les images de vidéosurveillance à travers mes doigts. Voyant cet homme entrer en se pavanant du haut de son mètre 65 avec l'allure de Dwayne The Rock Johnson et des braises de fureur amère dansant derrière ses épaisses lunettes correctrices. Le sang de l'humour tordu de la boîte de nuit semble trouver ce contraste amusant. Mais ce n'était rien de drôle, du moins de là où je me tenais dans la salle d'observation du site de confinement. Le mari allait au bar et commandait une bouteille de vin, payant en liquide comme un vrai flambeur, ou attendait devant les toilettes que sa femme, moi-même, et les 2 autres pions involontaires de ce jeu anormal sortions. Quand nous sortions, j'ai honte d'admettre que cet homme nous a littéralement mis une raclée, à moi et aux 2 autres hommes, alors que nous étions chacun au moins une tête de plus que lui. Les images vidéo me montraient m'approcher en premier dans ma tenue de soirée, essayant d'expliquer la situation quand, soudain, j'ai reçu le fond de la bouteille sur le côté du visage. J'ai reculé en titubant et avec un autre coup, le mari minuscule m'a mis à terre, assommé net. Il a fait la même chose au 2e prétendant, le frappant habilement sur le côté de la tête et lui cassant le nez d'un seul coup. Le dernier des prétendants a eu le pire sort, lorsque le mari l'a frappé avec une telle force que la bouteille s'est brisée sur sa tête, provoquant une commotion cérébrale et une grave fracture du crâne. Après cela, alors que moi-même et les autres joueurs étions inconscients au sol, le mari a attrapé sa femme par les cheveux et l'a traînée à travers le club, hurlant des obscénités en latin à propos de ses infidélités et l'attaquant violemment. Pendant tout cela, tous les autres clients du club ignoraient la scène et continuaient à parler et à danser, enfermés dans leur propre petit monde. Lorsque le mari a finalement traîné sa femme hors du club, le scénario prenait fin et la femme pouvait être récupérée par le personnel de la Fondation pour recevoir des soins médicaux. Bien que je n'ai aucun souvenir de cet événement, après avoir vu la vidéo, j'ai compris que cela expliquait cet étrange bleu sur mon front et le fait que ma mâchoire m'avait fait mal pendant plusieurs jours. En apprenant que le personnel n'était pas affecté par l'anomalie, j'ai demandé, avec une certaine inquiétude, pourquoi il n'était pas intervenu pour m'empêcher de me faire botter le cul.
Cela les a amenés à m'expliquer que j'avais en fait vécu le meilleur scénario possible d'une histoire de femme infidèle. Et quand ils m'ont parlé des alternatives, malgré ma fierté blessée, j'ai été enclin à leur donner raison. Une fois, lors d'un scénario de femme infidèle, les barman avaient fait une expérience en refusant de vendre une bouteille de vin au mari et en lui donnant à la place un simple verre. Dans ce scénario, il vida son verre, puis attrapa un tabouret de bar qu'il utilisa pour assommer les 3 prétendants, en tuant 2 sur 3 au passage. De toute évidence, à moins de lui donner un plumeau au bar, il semblait que laisser le mari garder sa bouteille était la meilleure façon d'éviter que des innocents ne soient tués à cause de leur participation au scénario. Une fois, le personnel du club a décidé d'intervenir et de verrouiller la porte des toilettes avant que le mari n'entre, juste pour voir si cela empêcherait l'histoire de se dérouler comme elle l'avait toujours fait. Dans ce cas, il y a eu un étrange détour lorsque 4 autres clients du club, choisis au hasard, ont été entraînés dans le scénario pour jouer le rôle de serrurier. Ils devaient travailler ensemble pour enlever tout ce qui empêcherait le mari d'entrer dans les toilettes, et ensuite, les choses se sont déroulées exactement comme auparavant. Dans un autre scénario, le personnel de sécurité à l'extérieur a reçu l'ordre d'intercepter, de désarmer et de maîtriser le mari afin d'empêcher toute violence de se produire. Gardez à l'esprit qu'ici, on parle de 6 grands agents de sécurité de la Fondation, hautement entraînés, qui convergent vers un homme qui avait l'air d'être intimidé par un barista de Starbucks. Grâce au script, le mari a soudain fait preuve de compétences en arts martiaux qui feraient pâlir John Wick, attaquant, désarmant et maîtrisant parfaitement chaque membre du personnel de sécurité en utilisant la bouteille sans dire un mot, ni même émettre un son pendant tout ce temps. Une fois qu'il avait réduit ses combattants professionnels à des épaves gémissantes au sol, il a simplement continué à suivre le script, attaquant les prétendants et la femme innocente qu'il était forcé de croire être son épouse adultère. Cela a rendu 2 choses claires. Les scripts ne peuvent pas créer de nouveaux dialogues en fonction des changements de situation. Et tenter de changer la situation pose souvent bien plus de problèmes que ça n'en vaut la peine. Une grande partie des efforts de la Fondation se concentre plutôt sur la préparation du triage des victimes dès que leur rôle dans le script prend fin et qu'elles sont libérées, en leur apportant des soins médicaux et en tentant de limiter les dégâts. Ce qui est étrange, c'est que, bien que les personnes affectées par l'anomalie ne se souviennent de rien de ce qui leur est arrivé, je peux vous dire, d'après mon expérience personnelle, qu'il subsiste une certaine impression psychologique indélébile. La personne forcée de jouer le rôle du mari, en voyant la femme contrainte d'être sa femme, ressentirait un étrange sentiment de désir envers elle. Inversement, moi-même, les autres prétendants ainsi que la femme, ressentirions une haine inexplicable envers l'homme qui avait été forcé de jouer le rôle du mari. C'était d'ailleurs le scénario le plus gérable et le plus souhaitable des 3. Les 2 suivants rendent au moins une mort totalement inévitable dans le meilleur des cas. Mais dans les pires scénarios, eh bien, nous y viendrons. Le deuxième scénario, et celui que tout le personnel travaillant sur SCP-453 a appris à redouter, est connu sous le nom de la visite du sénateur. Le personnel de la Fondation saura quand cela se produit, car il verra un homme entrer dans le club avec un grand entourage de 13 gardes, chacun portant des armes improvisées qu'ils ont récupérées soit dans le club, soit en s'y rendant. La personne protégée par ces gardes a endossé le rôle du sénateur, au sens de la Rome antique plutôt que du Congrès américain moderne. Dès qu'ils entreront dans le club, ils commenceront à faire des demandes insensées et déraisonnables à tout le personnel. En particulier, le sénateur commandera des festins extravagants et des consommations coûteuses à la carte du bar. Si la carte du moment ne contient aucune consommation particulièrement chère, le sénateur fera preuve de créativité et commencera à commander des plats personnalisés et bizarres qui pourraient être réalisés avec les ingrédients et l'équipement disponibles dans la cuisine. En conséquence, le personnel de service sera épuisé à force d'essayer de suivre les exigences du sénateur, et cela avant même que quoi que ce soit ne devienne réellement violent. Et croyez-moi quand je vous dis que la violence atroce ne va pas tarder. Tout d'abord, le script va s'essayer à des formes de violence étatique horribles. Il choisira une femme au hasard dans le club pour jouer un personnage que les chercheurs ont fini par appeler la militante, qui s'approchera du sénateur et de son entourage et commencera à le chahuter, disant que son soutien à l'esclavage est immoral et qu'il laissera un héritage d'exploitation et de sang. En réponse à cela, les gardes du sénateur maîtriseront l'activiste et commenceront à l'abattre violemment avec leurs armes, tandis que tous les autres dans le club feront comme si de rien n'était. C'était particulièrement troublant de voir des images de vidéosurveillance de moi en train de danser sur Love in this Club de Cher à l'arrière-plan, tandis qu'une femme jouant l'activiste était battue à mort avec un pied de chaise à moins d'1 mètre derrière moi. Je n'avais absolument aucun souvenir de cet événement, comme c'est généralement le cas pour les personnes entraînées dans ces expériences anormales et troublantes.
Mais le sénateur allait avoir ce qu'il méritait, ce qui serait peut-être presque satisfaisant s'il n'était pas une personne innocente forcée d'endosser ce rôle par des forces qui échappent à son contrôle et même à notre compréhension. 3 personnes différentes dans le club auraient été forcées d'entrer dans le scénario en tant qu'assassins, déterminés à tuer le sénateur pour des raisons qui nous échappent. Assez tôt dans la soirée, le premier assassin tenterait d'attaquer le sénateur avec un couteau, mais il serait intercepté et sauvagement roué de coups par les gardes. Le prochain assassin, qui attaquerait plus tard dans la nuit, aurait beaucoup plus de succès, blessant grièvement et même tuant différents membres de la garde sénatoriale lors d'une attaque éclair, avant d'être maîtrisé et battu par les gardes restants. Le troisième assassin serait le plus efficace et causerait inévitablement les plus grands problèmes à tout le personnel de la Fondation présent. Plutôt que d'attaquer de front au début, l'assassin attiserait la peur et la colère chez les autres clients du club. Cela dégénérerait rapidement en émeute qui deviendrait presque impossible à contrôler, distrayant les gardes et donnant à l'assassin une occasion de foncer et de poignarder le sénateur à la gorge pendant que le chaos s'emparait du reste du club. Finalement, après de nombreuses blessures et quelques morts, 19 personnes supplémentaires seraient intégrées au scénario dans les rôles de vigiles de la Rome antique, des gardes de la ville, qui mettraient fin au combat et passeraient à tabac plusieurs autres personnes au passage. Finalement, le scénario toucherait à sa fin, et il reviendrait à la Fondation de ramasser les morceaux, en prodiguant des soins médicaux aux blessés et en se débarrassant des morts pendant que tout le monde repartait simplement. Est-ce que ça te rend un peu nerveux de savoir que ce n'est que le deuxième pire scénario et non le pire de tous ? Ce n'est pas grave, ça me rend un peu nerveux aussi. Prends ma main, découvrons celui-ci ensemble. Le scénario le plus redouté par tous ceux qui travaillent à la SCP-453 est connu sous le nom de culte de la pluralité, considéré comme le scénario à plus haut risque et à la mortalité la plus élevée. C'est le seul scénario où les membres du personnel de la Fondation ont systématiquement trouvé la mort pendant son déroulement. Il commencera toujours, s'il doit commencer, exactement 1 minute après 2h00 du matin. Un seul client du club, appelé par la suite Prime, sera soudainement possédé par la force 453 et se dirigera vers le centre de la pièce en disant « Le temps de la pluralité est venu ». À ce moment-là, entre 50 et 90% des autres clients du club diront « Nous embrassons la multitude ». Ils sont désormais devenus des adeptes. Le protocole officiel à ce stade, selon la disposition Paria Intervention 453-82, stipule que tout membre du personnel de la Fondation qui participe à cette phase doit être tué immédiatement par le membre du personnel non infecté le plus proche, sans aucune hésitation. À ce stade, le personnel survivant fera tout son possible pour séparer et mettre en quarantaine les individus non infectés, tandis que Prime mène les adeptes dans un champ en latin. Il est d'une importance capitale à ce stade que le personnel agisse rapidement. S'ils n'ont pas séparé tout le monde à la fin du champ et maîtrisé tous les adeptes, eh bien, les choses vont très mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Si le personnel réussit, alors à la fin du champ, Prime rira simplement et le scénario se terminera sans autre incident. Si le personnel n'a pas réussi, la seule chose que la Fondation pourra faire à la fin du champ sera de libérer une neurotoxine mortelle qui éliminera tout le monde dans le bar, à l'exception de Prime. Croyez-moi quand je vous dis que, aussi horrible que cela puisse être, c'est bien mieux que l'alternative. Vous ne voulez vraiment pas savoir. J'ai vu les images et franchement, j'aurais vraiment préféré ne pas l'avoir vu. La plupart des membres du culte, s'ils survivent, ne se souviendront de rien et n'auront aucune séquelle. Quoi qu'il arrive, Prime fera des cauchemars pour le reste de sa vie. Je ne peux pas m'empêcher d'éprouver de la sympathie. Qui voudrait gérer tout ça au club ? Tu veux poursuivre ton éducation sur l'anormal avec le meilleur chercheur de l'étrange et de l'insolite sur YouTube ? Alors tu dois regarder une autre de mes vidéos, comme SCP-783. Il était un homme tordu.